De la Provence, on part ensemble de la Provence médiévale, donc vous avez compris qu'on fait ça maintenant. Hein. Mais pour entrer dans la Provence médiévale, on a déjà fait, à la fin de l'année dernière, rappelez-vous, une étude sur le haut Moyen-Âge. Et cette année, donc la première séquence de cet atelier, c'est en fait la Provence du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, et j'explique pourquoi, dans les trois petites lignes qui sont en bas, c'est-à-dire des comtes marquis de Provence aux comtes rois catalans. En fait, j'arrêterai, si vous voulez, mon propos avec l'arrivée du premier capétien à la tête du comté de Provence. Autrement dit, il y a une phase très importante dont je vais parler aujourd'hui, et qui est celle, évidemment, de ces comtes marquis qui ont formé la Provence en tant que telle, et puis ensuite, par héritage, l'accession des comtes catalans qui seront rois d'Aragon en même temps, d'où les comtes rois qui sont les titres qu'ils ont. Donc des personnages très intéressants, hauts en couleur, que l'on connaît souvent de nom, qui ont donné en particulier les armoiries de la Provence à grande rayure jaune et rouge, que vous connaissez certainement, mais qui sont les mêmes pour l'Aragon, pour la Catalogne, pour le Roussillon et aussi pour la Provence. C'est ainsi puisque c'était les mêmes seigneurs qui étaient à la tête de toutes ces unités géographiques. Ceci provenant de quelque chose d'encore plus ancien qui remonte à un autre royaume dont je vais parler, qui est le royaume de Provence-Bourgogne, qui lui-même provient encore d'un royaume plus ancien, qui était le grand royaume, disons, de l'Otharingie, c'est-à-dire la Lorraine, si vous préférez, mais au sens premier du terme, partant de la Hollande et allant jusqu'à Rome. Quelque chose d'énorme. J'ai toujours dit que la Lotharingie, c'était comme un gros morceau de bonne viande entre deux tranches de pain. D'un côté, la Francie occidentale, de l'autre, la Francie orientale. La Francie occidentale viendra la France, la Francie orientale viendra la Germanie. Et entre les deux, il y aura l'Alsace-Lorraine. Et pendant 1000 ans, on va se faire la guerre pour ça. Voilà, c'est tout. Rappelez-vous que la Provence se trouve, à cette époque-là, dans cet héritage de la Lotharingie ancienne, d'héritage de Charlemagne. Et oui, parce qu'il faut bien ancrer quelque part l'histoire quand on remonte dans le temps, et on se promène avec des personnages qu'on connaît. Charlemagne, bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, Carolus Magnus, mais il y en a d'autres également, et vous allez voir. Donc, dès qu'on parle de la Provence du Xe au milieu du XIIIe siècle, on parle d'abord du Moyen-Âge. Alors, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est de se dire, mais quand on veut traiter du Moyen-Âge, est-ce que on va commencer le Moyen-Âge où? Avec Clovis? Ben oui. Bon. Longtemps, on a fait ça. Puisqu'on considère que le Clovis, si vous préférez avec une prononciation plus germanique, Louis, c'est le premier Louis. Ben oui. Les Louis tiennent leur nom initial de Clovis. C'est pas pour rien. Vous savez que Louis est un bon et gros ensemble de rois de France, hein, puisqu'on est allé jusqu'à Louis-Philippe, hein, qui plus est. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on a eu, y compris Louis XVIII. Bon, alors comment construire l'idée du Moyen-Âge? Est-ce qu'il faut le périodiser? Est-ce qu'on va parler d'un haut Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge moyen, final, etc., etc. Là, une question encore. Lorsque, par exemple, on se renvoie un petit peu à ce qui se disait autrefois, le Moyen-Âge, pour les gens, disons, postérieurs au Moyen-Âge, pour eux, c'est quelque chose qui était quasiment inconnu. Il fallait une érudition terrible pour entrer dans le monde médiéval. D'abord, lire les textes anciens, ça, au XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe, on s'en fichait éperdument. Hein. Donc, cette histoire du Moyen-Âge, problème posé, c'est Jacques Le Goff qui le dit, il est rejeté, purement et simplement, aux oubliettes par la Réforme et par les Lumières. Ensuite, il y a Ronsard.
Alors Ronsard, qu'est-ce qu'il dit du Moyen-Âge? Le vilain monstre de l'ignorance. On ne sait pas l'ignorance de qui, si c'est lui qui était ignorant ou si c'était les gens qui étaient ignorants du Moyen-Âge. Mais on pense que c'est plutôt le Moyen-Âge qui était ignorant. Et enfin, on peut se poser la question, mais quand s'est formée cette manière de voir le Moyen-Âge? Quelque chose d'ignorant, quelque chose qui remonte très haut dans le temps, on ne sait pas jusqu'où finalement, et puis le terme lui-même, Moyen-Âge, qui est terrible quand on y pense. C'est une époque qui n'a pas de nom. Moyen-Âge. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à la Renaissance italienne, c'est-à-dire au XVe siècle, alors que nous étions encore dans le Moyen-Âge, je précise, lors de l'époque du début de la Renaissance italienne, d'emblée, on a voulu rompre avec ce passé médiéval et on a voulu se rattacher à autre chose. Et cette autre chose, eh bien, ça a été l'Antiquité classique. Et donc, toute la phase qui se trouvait entre l'époque moderne, puisque on appellera ça les temps modernes, nous appellerons ça la Renaissance. Mais pour les gens de l'époque, c'était l'époque moderne, comme aujourd'hui on dit l'art moderne, etc. Pareil. Donc c'était l'époque moderne, l'époque où ils étaient. Et par rapport à eux, il y a eu une période ancienne dont on redécouvrait les statues avec des fouilles qui se faisaient un peu partout, avec des grandes découvertes dans tous les coins, belles statues, magnifiques, etc. Et que le Moyen-Âge n'avait jamais utilisé, puisqu'on trouvait en fait dans les cathédrales des statues qui n'étaient pas toujours très belles. Bon, eh bien, du coup, on n'a pas donné de nom, on l'a appelé Moyen-Âge. Tout simplement parce qu'on ne savait pas comment l'appeler. Donc il est entre l'Antiquité et la Renaissance au sens strict du terme. Alors c'est avec cette époque-là qui refuse le gothique en plus, alors là c'est terrible, qui refuse le gothique mais qui accepte le roman en revanche, comme tradition antique. C'est à cette époque-là qu'on va diviser l'ensemble en trois parties, l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes, plus tard devenu Renaissance. Voilà, ça c'est un point de départ qu'il fallait faire. Pour la bourgeoisie ascendante, au cours de la Renaissance, et puis du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, ce sera un repoussoir. C'est l'époque d'une certaine anarchie. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure que je ne me trompe pas trop quand même. Mais en même temps, de stagnation. Il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui se passe. Et on la compare au libre-échange qui se met en place. Ça, c'est important quand même. Puis, on parle de l'obscurantisme médiéval. On oublie un petit peu l'obscurantisme des guerres de religion, quand même, quelque part aussi. Hein. Bon, mais il n'empêche que l'obscurantisme médiéval, c'est ce qu'on met en avant. Par rapport à la prise de conscience que les individus ont à la Renaissance de leur personne. Je rappelle, on passe des gisants du Moyen-Âge aux hommes debout et à cheval de la Renaissance. C'est très différent comme manière de concevoir l'individu. Et d'autre part, il y a ce concept incompréhensible aujourd'hui d'une économie différente. Quand j'ai dit aujourd'hui, je parle de Renaissance, mais c'est au moment où on en parle. Et Rousseau n'y comprend rien. Le siècle des Lumières, on ne les comprend pas non plus. Et en fait, on assiste là à un retour complet de ce qu'on avait appelé les barbares et les civilisés. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le Moyen-Âge, c'est les temps barbares, et que les civilisés, c'est les hommes modernes. Je rappelle que c'est comme ça que les Romains et les Grecs faisaient passer l'image des Gaulois. Exactement pareil. Et c'est bis repetita, hein, ils plaisent, ils ne plaisent pas, mais c'est comme ça. Au 19e, en revanche, là, on va changer un petit peu les choses de place, mais on va se dire, pour le faire commencer, on va choisir, alors les uns prendront Constantin et son règne, c'est l'arrivée de la chrétienté, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc Constantin, d'autres vont dire, c'est la date de la disparition du dernier empereur d'Occident, d'autres diront, non, c'est pas tout à fait ça, c'est en fait l'invasion arabe du 7e siècle en Europe,
Et puis d'autres diront encore, ce sont les Turcs qui prennent Constantinople en 1453, l'invention de la tapisserie, la découverte de l'Amérique en 1492. Bon, moi je dirais ça pour les Provençaux, il y a un moment très fort qui peut correspondre aussi à ces dates-là et qui peut marquer la fin du Moyen-Âge, c'est lorsque la Provence passe sous la couronne de France. C'est-à-dire en 1481, 1486. Vous voyez qu'on est dans le même créneau. Hein. Lorsque la Provence entre dans le domaine royal français, non pas la France, attention, dans le domaine royal français, c'est très différent. Le roi de France devient comte de Provence par héritage, mais il reste toujours avec une Provence qui appartient au Saint-Empire romain germanique, qui n'est pas française. Mais il n'empêche qu'on peut considérer là que tout a changé, la Provence n'a plus l'indépendance qu'elle avait jusque-là. Voilà, donc on peut considérer que c'est peut-être ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, vous voyez que c'est relativement certain à ce niveau-là. Et puis, ben, les derniers qui nous intéressent évidemment, c'est de se dire, mais et la féodalité? Eh bien, beaucoup de philosophes, d'historiens et autres considèrent que ce qui compte, c'est d'abord la féodalité. Or, la féodalité n'est pas tout le Moyen-Âge. Elle n'en donne qu'une partie. C'est beaucoup tout ça. Il n'empêche que, lorsque l'on voit par exemple ce Moyen-Âge qui est ballotté entre les uns, les autres, etc., on s'aperçoit quand même qu'il y a plusieurs approches. Les uns disent c'est noir, c'est une période noire. L'autre contraire, c'est une période idyllique, lumineuse, de haute spiritualité, de progrès social. On trouve ça aussi dans les bouquins. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni noir ni rose. Et je crois que Jacques Le Goff a bien raison, d'autant plus que si je me réfère à ce que l'on voudrait faire, au point de vue tentative, c'est-à-dire périodiser le Moyen-Âge, il y a une grosse discussion. Est-ce qu'on va diviser le Moyen-Âge entre Haut Moyen-Âge, Moyen-Âge stricto sensu et Bas Moyen-Âge? Et si on fait ça, où est-ce qu'on arrête le Bas Moyen-Âge? Les dates, ça pose problème. Et c'est ainsi, par exemple, que Le Goff, lui, propose un long Moyen-Âge, qui commencerait au 5e siècle et qui finirait au 17e. Ah oui. Et sur quoi se fonde-t-il? Tout simplement sur le fait que, le point de départ, le 5e siècle ne pose pas trop de problèmes, puisque c'est en gros la fin de l'Empire romain, puisque c'est l'Occident qui nous intéresse, la fin de l'Empire romain d'Occident. En revanche, c'est la fin du Moyen-Âge qui pose problème. Jusqu'à la période du XVIe siècle, on considérait que la fin du Moyen-Âge, c'était le XVIe siècle, avant le XVIe siècle, donc 15e siècle maximum. Bon, pourquoi? Parce que c'est la période d'avant. C'était donc la Renaissance qui marquait la fin du Moyen-Âge. Or, Le Goff, lui, élargit beaucoup plus le champ et il considère que le Moyen-Âge disparaît avec l'apparition de la société industrielle. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas trop de différence sur le plan de la spécificité, parce que les caractéristiques restent à peu près les mêmes entre le début du Moyen-Âge et la fin de ce Moyen-Âge long dans la totalité. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a des problèmes religieux, il y a des problèmes d'agriculture, des problèmes de langue, de société, etc. Mais grosso modo, c'est la société industrielle qui va tout modifier, et cela, il faut attendre le XVIIIe siècle, la fin XVIIIe, début XIXe, pour que ça se passe. Donc en fait, vous voyez, c'est très flou. Bon, moi je ne me suis pas cassé la tête, je cherche simplement à parler avec vous du Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, on en a déjà parlé. Je vais en redire quelques mots. Mais en fait, le problème, c'est que cette barrière historique, très floue, très difficile à saisir, nous montre que le Moyen-Âge, c'est un autre monde, qu'on ne peut pas aborder sans un certain nombre d'instruments. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des on-dit, on dirait, on pense que c'est ceci, c'est cela, etc. Et en fait, le Moyen-Âge, ce n'est rien de tout ça. Le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus complexe. C'est une société
qui évolue, qui se transforme, qui se modifie. Il y a des hommes et des femmes comme vous et moi qui y vivent, qui essaient de survivre, qui entrent en guerre pour des riens, à nos yeux, ou qui n'entrent pas en guerre alors qu'elles devraient entrer en guerre, etc. etc. C'est en fait une société donc, qui appartient à un monde étranger, pratiquement extraplanétaire. Et oui, si on ne considère pas le Moyen-Âge comme ça, on a du mal à y entrer. C'est très complexe le Moyen-Âge en fait. Alors, la première des barrières, c'est le climat. Le climat médiéval, je l'ai déjà abordé, et je vous rappelle ce que j'avais dit, les glaciers alpins, si vous vous souvenez, atteignent leur maximum d'avancée, en gros, entre 340 et 620. Autrement dit, entre le 5e et le 6e siècle, et début 7e siècle. Jusque-là, c'est le moment où les glaciers alpins avancent le plus, et où donc nous avons énormément d'humidité qui se développe dans les régions méditerranéennes, donc la Provence en particulier, ce qui oblige les gens de l'époque à se percher parce que les fonds de vallée sont ennoyés. Une question de sécurité. En plus, qui dit humidité dit maladie. Donc retour de certaines maladies, la peste en particulier, qui fait des ravages au 5e siècle. Bon, ensuite, je vais avancer un petit peu. Il y a l'optimum médiéval. Alors l'optimum médiéval débute grosso modo avec le 7e, 8e siècle. Et il va se dérouler tranquillement jusqu'au début du 13e siècle. L'optimum médiéval, c'est le moment où justement il fait bon, un petit peu comme à l'époque romaine, et vous avez à ce moment-là la possibilité d'avoir une société qui va se développer sur de bonnes bases. Autrement dit, l'agriculture rentre bien, l'élevage rentre bien, donc ça veut dire que les gens sont bien nourris, qu'à partir du moment où ils sont bien nourris, ils se démultiplient, donc il y aura beaucoup de monde. Et qui dit beaucoup de monde à l'époque, ben, dit beaucoup de guerre. Ça, c'est la conséquence, mais la guerre a un avantage, c'est presque une boutade, c'est qu'elle régule la société aussi. Ça permet d'éliminer un certain nombre d'individus, de repartir sur de nouvelles bases. Vous savez, la guerre, malheureusement, c'est souvent un sac et la servie. Hein, guerre d'un côté, épidémie de l'autre, vous avez une société qui est stable. Alors, tout ceci pour dire que cette stabilité va permettre, par exemple, l'apparition du premier évêché du Groenland. Et oui, vous vous rendez compte de le Groenland? Imaginez un petit peu ce qu'il a fallu pour qu'on puisse aller d'Europe découvrir le Groenland. Alors, bien sûr, c'est de Scandinavie qu'on est parti. Hein. S'y implanter, après avoir découvert l'Islande, et là, créer un évêché en 1126, il fallait quand même que le climat ait sacrément changé. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, il y a une dégradation qui se fait jour, et qui va modifier tout durant le XIVe siècle, puis le XVe, avec d'énormes froids qui vont débarquer sur toute la Terre, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et surtout, le dernier grand froid, c'est entre 1820 et 1850. C'est là que se termine ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, où les glaciers ont commencé à reculer. Parce qu'ils avaient avancé en détruisant des villages dans les Alpes. Voilà, tout ceci pour dire que le climat, ça compte quand même dans la société. Si on l'oublie, on se trompe. Alors le maximum des glaciers alpins, j'en ai parlé, et maintenant, on va passer rapidement sur l'eau au Moyen-Âge, puisque j'en ai déjà parlé. C'est 4 siècles au total, disons entre le 5e et le 9e siècle, grosso modo, de notre ère, dont j'ai déjà parlé, et dans lequel un seul véritablement monarque apparaît, c'est Charlemagne, évidemment, puisqu'il va créer un empire pour essayer de restaurer l'empire romain. Il n'y arrivera pas, évidemment, il mourra avant. Et puis, comme c'est un bon franc, ses petits francs à lui, c'est-à-dire ses 3 petits-enfants, vont se partager le territoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les problèmes qui seront connus par l'Europe ensuite découleront de ce malheureux partage de Charlemagne, ou plutôt de l'empire de Charlemagne, entre ses 3 petits-fils, avec la Francie occidentale, la Lotharingie, du nom de Lothaire, l'aîné, et puis la Francie orientale. Les 2 extrêmes essayant sans arrêt de récupérer le milieu. Et nous, en Provence, nous sommes en plein milieu, je précise.
bonne mère. Bon, alors ceci, ben voilà comment se présente cette fameuse tranche à l'époque qui nous intéresse. Nous sommes là autour de l'an 1000. Autour de l'an 1000, nous avons là quelque chose qui va se produire, c'est l'apparition du marquisat de Provence. Alors le marquisat de Provence, qu'est-ce que ça coûte? Moi je parle provençal un peu comme ça, ça nous met un peu dans l'ambiance. Hein. Bien qu'on n'ait pas parlé le provençal encore à l'époque, hein, je précise. Mais on commençait à parler une langue qui se rapprochait du provençal, puisqu'au XIe et XIIe siècle, le provençal sera déjà formé avec le catalan, et que les deux langues n'en forment qu'une à cette époque-là, et il y aura de très bons troubadours qui écriront, qui parleront et qui chanteront en ce qu'on appelait le provençal à l'époque, qu'on appelait également le catalan dans certains endroits. Bon, alors c'est donc maintenant l'intérêt de se réveiller d'une longue nuit. Cette longue nuit, c'est le Haut Moyen-Âge, ça oui. Les textes ont quasiment disparu. Depuis le 7e, 8e siècle, il n'y a plus aucun texte qui soit trouvable, qu'on puisse récupérer. En revanche, avec le début du XIe siècle, fin 10e, début XIe siècle, là, on commence à avoir des textes en quantité. Jusqu'à 1500 textes lisibles pour le seul début du XIe siècle. C'est quelque chose d'énorme, ça. Ça n'est jamais arrivé. Et bien sûr, ces textes-là sont très parlants. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est de savoir que c'est d'abord des fonds monastiques, c'est-à-dire ce sont des moines qui, du fond de leur monastère, c'est-à-dire Saint-Victor, les Reims ou Montmajour, c'est du fond de ces groupements monastiques, de leur bibliothèque, qu'on va tirer le maximum d'informations. Car on n'a pas encore mis en place ou remis en place ce qu'on appellera plus tard les bails, c'est-à-dire les secrétaires, qui rédigent les textes. Il n'y a pas de notaire encore, ça viendra plus tard. Donc les archives privées n'existent pas, les archives publiques n'existent quasiment pas, sauf au niveau des cours royales. Dans le cas qui nous intéresse, c'est la cour de Bourgogne-Provence, ou les cours du pape. Et en général, là, on a des textes qui sont très intéressants. Bon, mais l'intérêt, c'est surtout qu'on a une dynastie comtale qui va se créer. Alors regardez cette carte, elle est très intéressante. Vous avez là ce royaume de Bourgogne-Provence, qui est un avatar de la Lotharingie. En fait, c'est toute la partie sud de la Lotharingie, hormis le royaume d'Italie, qui a pour capitale Turin. Vous avez là trois parties distinctes, mais dans un premier temps, il n'en forme qu'une seule. C'est la partie qui appartient à Louis II. Louis II, c'est un descendant de Charlemagne, c'est un carolingien, qui lui-même va mourir et son royaume va être divisé en plusieurs parties. Louis II lui avait hérité de la Lotharingie. La Lotharingie a éclaté complètement, partagée entre la France et puis l'Allemagne, mais il reste une partie qui est toujours indépendante, c'est ce qu'on appelle la Marche ou Marquisat de Provence, mais qu'on appelle la plupart du temps le royaume de Bourgogne-Provence avec comme capitale Arles. C'est très important ceci parce que ça commence à marquer déjà la Provence. Le Marquisat de Provence, puisque c'est la marche sud de ce territoire, Marquisat veut dire marche, c'est-à-dire la limite territoriale, c'est en germanique, hein, la limite territoriale qui confronte la mer ou qui confronte un ennemi. C'est un comté, mais celui qui tient le comté s'appelle un marquis, ce comté-là. Donc, en hachuré noir, tout à fait en bas, c'est le Marquisat de Provence, et au-dessus, vous avez une autre partie, Lyon, et puis au-dessus, vous avez Besançon, etc. Vous voyez, ça va très loin, la Provence de l'époque, parce qu'elle partage ce royaume. Or, le roi Conrad, qui est le roi important de ce moment, nous sommes à la fin du Xe siècle, va justement être celui qui va mettre en place la féodalité. Il va récompenser tous ceux qui l'ont aidé, et en particulier, il va créer le marquisat ou comté, selon que l'on soit en bordure de mer, de territoire ennemi ou pas. Donc ici, nous avons le comté de Provence et le marquisat de Provence. Deux entités qu'on se veut distinguer, mais on ne peut pas les distinguer si vous voulez aujourd'hui. Sachez simplement que ça n'est
À ce moment-là, nous sommes sous le royaume de Conrad II, qui est un très grand roi, qui a pour parrain, c'est-à-dire celui qui le chapeaute, un personnage très haut en couleur qui s'appelle Othon, Othon Ier de Germanie, qui est le grand empereur, celui qui va devenir le premier empereur du Saint-Empire romain germanique. Othon Ier est un personnage donc très important, qui dame le pion à tout le monde, qui aimerait bien récupérer la Francie orientale, mais il n'y arrive pas, occidentale je veux dire, il n'y arrive pas, parce qu'en Francie occidentale, il y a toujours les héritiers de notre cher Charlemagne, qui sont en train de se faire damer le pion par les Capétiens qui se mettent en place maintenant, et progressivement, dans le Xe siècle, les derniers descendants de Charlemagne disparaîtront, et à la place apparaîtront les rois capétiens que nous connaissons, puisque de la Provence, le plus connu de tous, c'est Guillaume le Libérateur, parce qu'il a libéré la Provence. Des combats qu'il y avait, des ennemis qu'il y avait, des sarrasins qui s'y trouvaient, etc., etc. Bon, dans les années 972, c'est le grand vainqueur. Donc cet homme-là a un frère, lui, il est de son côté comte d'Avignon, et il a un frère qui, lui, est le comte d'Arles. Ils sont tous les deux comtes de Provence, hein. Mais ils sont deux frères, ils se partagent le pouvoir. Alors l'un est appelé marquis, l'autre est appelé comte. Et il y en a un troisième, je laisse de côté, c'est le marquis de Turin, il est hors champ pour nous, donc je n'en parle pas. Voilà donc deux personnages très importants. Attention, tous les chefs militaires de l'époque qui viennent de Septimanie, c'est-à-dire de Languedoc, ou qui viennent de Bourgogne, sont sous leurs ordres. Ce ne sont pas encore des seigneurs. Ça n'existe pas le terme seigneur. Ou on est patrice, c'est-à-dire descendant des grandes familles carolingiennes, ou on est un homme du peuple. Il n'y a que le roi et c'est tout. Donc les comtes ne sont pas encore de grands hommes, mais ils le deviennent petit à petit à cause de la distance qui les sépare du roi et des problèmes que le roi a. Donc le roi leur a transmis une partie de ses prérogatives, et ce qui fait que le comté de Provence devient un comté indépendant quasiment du pouvoir central. Voilà, ça c'est quand même un phénomène important, et à partir du moment où ce phénomène est posé en tant que tel, et bien à ce moment on comprend un petit peu mieux que le comte qui est à la tête de ce comté de Provence, quel qu'il soit, a un pouvoir de fait, un pouvoir royal. Et dans la mesure où il a un pouvoir royal, les autres sont obligés de se plier à lui. Donc toutes ces familles qui sont en dessous de lui, anciens patrices de l'époque carolingienne, c'est-à-dire les vieux de Provence, les grands propriétaires terriens qui ont survécu à tous les conflits, et les nouveaux arrivés, c'est-à-dire les bourguignons qui sont arrivés avec les Conrad, etc., et puis ceux de Septimanie, ceux de Languedoc, qui sont accourus également, parce que la Provence, c'est pas mal, il y a Marseille, il y a Arles, Avignon, etc., c'est les grandes villes de l'époque, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est l'arrivée sur la Méditerranée, et la Méditerranée, c'est là où c'est l'Eldorado. Tout le monde la recherche, la Méditerranée. On s'est battu pour avoir des terres, on a chassé les vieux propriétaires, sauf quelques-uns qui s'étaient ralliés. Ouf, il y a quand même des types qui avaient compris qu'il fallait changer de Kazakh, ils ont changé de Kazakh. Et du coup, ces comtes les mettent au pas, et ils vont créer la féodalité. Autrement dit, tous les hommes qui ont travaillé avec eux vont recevoir des terres prises sur la Provence. Ces terres vont être partagées, vont être réparties, mais au nom du roi, au nom du comte. Et donc, partant de là, les hommes vont recevoir une terre, et cette terre, ils vont l'utiliser à des fins personnelles, évidemment, mais toujours avec l'idée que si le comte n'est pas content des services rendus, il récupère sa terre. Bon, la féodalité, c'est ça. Je rappelle qu'un des mots aujourd'hui que l'on utilise et qui rappelle la féodalité, qui veut dire « je me fie à toi ». Féodalité, c'est fier, se fier à quelqu'un. Et défier, ça veut dire qu'on remet en cause le contrat qui est passé. Ben, c'est la mafia. Me fie, je me fie. Ben oui, la mafia, c'est pas pour rien qu'elle est née dans les territoires provençaux et angevins du sud de l'Italie. C'est-à-dire les pays qui ont été occupés par les Espagnols, pays qui tous ont été de haute féodalité. Pensez-y, je ferme la parenthèse. C'est pas mal parce qu'on en parle toujours,
ce problème-là. Donc, autour de l'an 1000, il y a donc 20 familles qui dirigent la Provence. En dessous, bien sûr, du comte. Le comte est à la tête, avec le marquis, les deux frères, et au-dessous, 20 familles. Ces 20 familles possèdent tout. Tout ce que le comte n'a pas. Oui, quand même. Mais tout de même, par exemple, la famille de Marseille. La famille de Marseille possède toutes les terres de Marseille jusqu'à Saint-Tropez. Ce qui n'est pas rien. Hein. Et au nord, tout le nord de la Sainte-Baume. Elle a tout ça. Tout ce territoire-là lui appartient. Elle possède Tretz. Tretz, ce n'est pas rien, c'est un château royal. Et à l'époque, des châteaux royaux, il n'y en a pas beaucoup. Et des châteaux, il n'y en a qu'un seul, qui ne soit pas royal, c'est le château des Baux. Tous les autres châteaux appartiennent au roi. C'est donc des personnages importants. Voilà donc un élément important. Ces familles donc, tirent leurs ressources de la terre, d'où le nom d'aristocrates qu'on leur donne, c'est-à-dire ceux qui tiennent leur pouvoir de la terre. Ce qui expliquera pourquoi ensuite ils entreront en conflit avec les bourgeois qui tiennent leur pouvoir du commerce, qui n'est pas la terre. Et que la noblesse ultérieure sera une noblesse dite de robe ou non d'épée, et cette noblesse-là entrera en conflit. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Et en même temps va émerger quelque chose de nouveau, alors que, bon, ben, il y a des choses qui se passent, qui sont quand même énormes quand on y pense. C'est tout de même que, avec la mort, j'ai oublié de préciser ça, avec la mort des deux comtes, les choses vont évoluer différemment. Avec la mort des deux comtes, lorsque le premier meurt en 1008, le deuxième meurt en 1019, il n'y a pas d'héritier. Mâle, je précise, parce qu'il faut être. Une femme n'hérite pas encore à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'héritier, et comme il n'y a pas d'héritier, eh bien, il va y avoir une course à l'échalote. Hein, qui va pouvoir épouser l'héritière? Et c'est là qu'entre en jeu un phénomène qui va s'aggraver avec le temps, puisque le personnage qui est à la tête du comté à ce moment-là est un personnage très faible, qui n'a pas trop de pouvoir, c'est l'héritière entre autres, qui n'est pas encore mariée évidemment, et tous les seigneurs vont d'un seul coup commencer à prendre du poil de la bête. D'abord, ils ne viendront pas aux réunions auprès du comte, ou du représentant du comte, ou de la comtesse, ils ne participeront pas, ils s'enfermeront dans leur propriété et ils vont élever des châteaux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre du pouvoir, un pouvoir énorme, dans leur propre territoire. Et cette montée en puissance des châtellenies, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, va conduire la Provence à se percher, et c'est comme ça qu'on verra apparaître petit à petit tous ces châteaux sur les hauteurs provençales qu'on considère comme étant une des caractéristiques du Moyen-Âge provençal. Alors je résume simplement ce point-là pour conclure, c'est que nous avons les villes qui commencent à gagner aussi. Et à gagner comment? Mais tout simplement parce que les va-et-vient de circulation à l'intérieur du pays imposent à un moment donné des haltes. C'est le comte, au départ, le premier comte qui a commencé à faire ses chevauchées avec ses nobles, etc., dans le pays, qui a mis en route ce système. Tout simplement parce que, à l'époque, on n'a pas de frigo pour conserver la nourriture. Donc, le comte, lorsqu'il se déplace, avec on dirait sa cour, mais on n'est pas encore à la cour comtale, mais disons avec tous les autres patrices et autres nobles, lorsque le comte circule, se déplace, ils sont des centaines, avec tous les hommes d'armes, etc., et il faut les nourrir. Eh bien, la tournée que l'on fait, qu'on appelle la cavalcade, c'est pour se nourrir de toutes les réserves qui sont dans les fermes et autres appartenant au comte. François Ier fera ça. Hein. Pareil, de la même manière. Le roi se déplaçait de château en château avec sa cour
en emmenant tout ce qu'il fallait, appareils, etc., vous savez, tous les décors et autres, pour nourrir, à la fois pour se nourrir lui-même, nourrir sa famille, nourrir la cour elle-même. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Et ça naît à cette époque. Et puis, avec la crise dont j'ai parlé, eh bien, ça va disparaître, puisqu'on ne va pas aller de proche en proche, puisqu'il n'y aura pas suffisamment de comptes puissants pour les tenir. Mais dans ces zones d'arrêt vont se développer des centres nerveux, des centres importants. Et ils vont se trouver où? Ben, dans les capitales, et à Arles en particulier. Et ça va donner un poids énorme à l'évêque d'Arles. L'évêque d'Arles, c'est l'évêque principal de la Provence, c'est celui qui va être un métropolitain, c'est-à-dire c'est lui qui va nommer ou destituer les autres évêques. Donc un homme très fort, le siège du pouvoir, ça devient Arles. C'est pas pour rien, puisqu'en même temps c'était là que plus tard, un empereur de Germanie viendra se faire couronner à Arles, parce qu'il se considère comme roi d'Arles. Tchouf, c'est pas rien ça, mais c'est pas si loin que ça, c'est en 1178, vous voyez que c'est pas très très loin par rapport à ce dont je parle. Donc nous avons là des évêques qui prennent de la puissance. Ces évêques vont s'entourer, parce que d'autres villes vont être dans le même cas, ces évêques vont s'entourer d'un certain nombre de clercs qui sont chargés d'écrire, de rédiger des actes, de recopier la Bible en particulier pour la diffuser, mais de donner des ordres, de faire en sorte que tout puisse être contrôlé. Et ce personnage-là, l'évêque, va être celui qui va être le plus important de l'époque. Mais le plus amusant aussi, c'est que, et là, c'est quand même une contradiction, et les évêques sont souvent parents, frères, neveux, cousins des seigneurs qui sont dans le voisinage. Je donne un exemple. L'évêque de Marseille. L'évêque de Marseille, c'est quand même le grand port, c'est un personnage important. Bon, l'évêque de Marseille, eh bien, son frère est le vicomte de Marseille. Le vicomte, c'est celui qui représente le comte, car le comte est en déplacement. Donc c'est pas n'importe qui. Et son autre frère, c'est l'abbé de Saint-Victor. Saint-Victor qui a presque la moitié de la Provence entre les mains, au point de vue terre. Alors lui, vous voyez un petit peu le poids. L'évêque, le vicomte, et nous avons en troisième un moine. C'est une masse, ça, c'est important. On est très loin de ce qu'on va appeler la réforme grégorienne, hein, il faut dire. Alors, la disparition des deux comtes, bien sûr, va nous poser un certain nombre de problèmes. Et c'est là que la crise va s'ouvrir. En effet, lorsque les deux comtes disparaissent, le dernier était tout jeune, en fait, il disparaît très tôt, également, beaucoup plus jeune que ce qu'il aurait fallu. C'est sa mère qui va donc gérer le comté à sa place, et celle-ci va chercher sur qui s'appuyer pour faire en sorte qu'il y ait un successeur. Parce qu'il n'y a pas de successeur. Et il faut à tout prix que pour tenir ce comté d'une main ferme, comme le faisaient les prédécesseurs, il faut qu'elle fasse elle-même un effort énorme. Qui va-t-elle choisir? Les aristocrates, eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont choisi, ils se réfugient dans leur château et ils vont se faire des guerres entre eux. À qui récupérera les terres des autres? Ça, c'est fondamental. Ce sont les hommes de guerre. Ils sont là pour se partager le territoire. Le comte n'est pas puissant. On le respectait. On ne va même plus à la cour. C'est pas la peine. On laisse tomber. Et on va se percher dans nos châteaux. Et de là, on va dominer les régions. C'est le premier point. Alors pour conclure cette première étape, on va apparaître la guerre privée, chose que les comtes avaient réussi à maîtriser. On voit apparaître des lignages autochtones, c'est-à-dire des seigneuries aristocratiques qui n'existaient pas jusque-là. Ce qu'on appellera la noblesse d'épée. Alors qu'en fait, on est de simples traîneurs d'épée, et puis sans plus. Hein.
Le troisième point, c'est la consolidation de la seigneurie banale. Alors, c'est une seigneurie banale, là, ça c'est quelque chose d'important. Comme le comte n'est pas assez puissant pour arriver à gérer le pays, il va donner une partie de ses pouvoirs à ceux qui le représentent dans les seigneuries, c'est-à-dire à ces hommes, qui sont maintenant les nouveaux seigneurs. Et parmi ces pouvoirs, alors je vais vous en donner quelques-uns quand même qui sont intéressants, il s'agit de tout ce qui est, par exemple, la coercition, c'est-à-dire le droit de justice, mais de justice dure, le droit de répression, le droit de lever des troupes sur les hommes libres. Attention, elles ne sont pas des esclaves, ils sont là, les serfs n'existent pas. Ce sont des hommes libres qui sont là. Hein. C'est le droit, par exemple, de percevoir des taxes. Bien sûr, tous ceux qui vont manquer à l'État, puisqu'il n'y a pas d'État. Et le droit d'obliger, et là c'est le dernier point, les hommes libres à faire des corvées publiques. C'est-à-dire des hommes libres qui vont 3 jours par semaine travailler sur les ponts, travailler sur les routes, travailler sur ceci, cela, etc. Ça démarre tout de là. Alors, on s'aperçoit que l'Église est la seule finalement à échapper au naufrage. Bon, ça va jusque-là? Bon, alors maintenant, parlons peu, mais parlons bien, parce qu'on va parler de la réforme grégorienne. Hein. Alors, la réforme grégorienne, c'est quelque chose qui se fait jour à partir du Xe siècle. Il y a une réflexion qui est conduite, et c'est au XIe siècle qu'elle va déboucher. Alors, qu'est-ce que c'est que la réforme grégorienne? C'est tout simplement le pape qui commence à en avoir assez de voir que les églises sont entre les mains des laïcs, qui s'aperçoivent aussi que l'impôt principal qui fait vivre le clergé, la dîme, est entre les mains de ces églises privées qui sont récupérées par les seigneurs, et que tout ça, ça ne doit pas se faire. Bon, ça c'est le premier point. Troisième point, c'est aussi régler un petit peu les comptes avec ceux qui confondent être prêtre, être marié, être prêtre, et puis, je l'entends prélat, si vous préférez, et faire venir au pouvoir à côté de soi son oncle, sa tante, son frère, son cousin, sa cousine, etc., etc. Et puis, troisième point, de faire en sorte aussi qu'on prenne n'importe qui pour se faire accompagner, c'est-à-dire payer n'importe qui. Ce qu'on appelle la simonie. Hein? Donc en fait, tout ceci, ça va être combattu. Inutile de vous dire que ça ne va pas faire des amis. Hein? Les premiers qui vont se battre pour cela, ce sont les évêques, évidemment. Les évêques voudraient bien récupérer toutes les terres qu'on leur a prises, même si c'est des petits copains qui leur ont donné ou qui les ont prises. Mais maintenant, c'est fini. On n'est plus le frère, on est devenu le neveu, on est descendu de 1, 2 ou 3 générations. Et donc, partant de là, il faut récupérer les terres. Et par exemple, en 1156, l'abbé de Marseille, l'abbé de Saint-Victor, va récupérer Sifour, qui est récupéré lui-même sur les terres de la famille vicomtale de Marseille. Moment très fort, 1156. 1151, toujours dans le même contexte, l'évêque de Marseille va récupérer le Bossé pour rester dans la région. En seigneurie pleine et entière, je précise. Vous voyez, c'est un moment très fort. Le mouvement grégorien, c'est un mouvement qui change toute la donne. C'est-à-dire qu'en fait, on sépare, j'avais donné une conférence une fois là-dessus, on sépare l'Église de l'État pour la première fois. Voilà, en gros, c'est ça. Jusque-là, tout était mélangé. Maintenant, on fait bien le partage. Et les comtes vont eux-mêmes donner un coup de main. Et c'est là que sera leur manière de faire. Ils appuieront la réforme grégorienne, qui elle-même est favorisée par le pape, évidemment, puisque c'est Grégoire VII, le pape lui-même, qui la met en place. Alors, ce personnage, vous allez le voir, le voilà, hein, il est en lutte de pouvoir avec l'empereur de Germanie, qui lui refuse de reconnaître au pape le droit d'être supérieur à l'empereur. Le modèle vient directement de Constantinople. Hein.
où l'empereur se considère comme supérieur au culte. On dit c'est lui qui gère tout, y compris si par exemple le pape avait été dans un contexte identique à celui de Constantinople, le pape serait en dessous de l'empereur. Mais le pape, depuis longtemps, se considère comme au-dessus. Le pape de Rome, je dis bien, se considère comme au-dessus des rois, des régnants et autres. Donc partant de là, ici, Grégoire VII a bien compris le problème, et il va mettre en œuvre cela. Mais il faudra 2 siècles pour y arriver. Et il sera aidé en cela par une grande partie des évêques, évidemment, qui ont compris que le jeu en valait la chandelle, puisqu'ils eux-mêmes allaient agrandir leur territoire. Les abbés vont également jouer le jeu, parce qu'ils vont agrandir leur territoire. Et puis, de proche en proche, cette lutte va mener en même temps une pacification de la société, aussi étrange que ça paraisse. Parce que le pouvoir maintenant arrive à être partagé entre le comte, quel qu'il soit, laissons tomber qu'il soit petit, qu'il soit grand, etc., mais disons le pouvoir central, hein, et surtout les évêques, et le pape évidemment. Bon, ce pouvoir-là, le pape le délègue à un monastère très important pour la chrétienté, c'est Cluny. Cluny qui est en Bourgogne, et donc dans le même royaume que la Provence. Rappelez-vous, c'est le royaume de Bourgogne-Provence. Et donc partant de là, ce royaume de Bourgogne-Provence, avec Cluny comme point de départ, va lancer une réforme d'ensemble sur tous les monastères de Provence, d'une part, mais également sur tout le système provençal qui consistait à se taper sur la figure dès qu'on n'était pas d'accord. Bon, en gros, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, ben, par exemple, on va excommunier tout seigneur qui fera injure à la religion. Mais aussi tout seigneur qui expropriera un paysan. Excommunier, ça veut dire simplement mettre en dehors de la communauté. Hein. Soyons prudents, hein, excommunier, ça ne veut pas dire condamner à mort. Hein. Ça veut dire qu'on le met au ban de la société. Par exemple, Frédéric II, qui sera un personnage très important de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, qui partira à la croisade, sera excommunié 2 fois. Il partira même excommunié. Vous voyez un petit peu. Donc l'excommunication, ça ne va pas très loin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le mouvement pour la paix qui apparaît à cette époque-là. Et le mouvement pour la paix impose de déposer les armes le 4 novembre et de ne les reprendre que le 21 juin. Bon, ça c'est pas mal quand même. Hein. Et ça sera suivi. C'est beaucoup plus important ça comme réforme que l'excommunication. Hein. Parce que l'excommunication, bon, ça n'a d'intérêt que si le type qu'on excommunie n'est pas fort. Mais si le type est fort, ça n'a aucun sens. Donc ici, tout brigand ou seigneur était considéré dans le même registre. Exactement. Puis, on voit apparaître une idéologie extrêmement intéressante, c'est au XIIe siècle, c'est l'idéologie chevaleresque. Eh oui, c'est là que ça apparaît. C'est pas à l'époque de Charlemagne, c'est pas à l'époque du roi Arthur, c'est pas... Non, tout ça, c'est ce qu'on va enjoliver de la période précédente. Mais la chevalerie, le fait d'être l'amour courtois, etc., c'est là que ça apparaît. C'est à ce moment-là. Donc vous voyez, la religion a joué un rôle important dans cette fixation. Et aujourd'hui, tout le monde connaît, on a entendu parler de chevalier, d'amour courtois, du roi Arthur, etc., d'après les récits qu'on en a tirés au Moyen-Âge. Donc, le pape lui-même va faire pas mal, vous voyez, pour la société. Et même mieux, puisque tous ces hommes-là se bougent beaucoup, et qu'ils deviennent dangereux, à la limite, eh bien, envoyons-les se battre pour une raison religieuse au possible, envoyons-les au Moyen-Orient, et là, on va délivrer le tombeau du Christ. Et ils partent tous en croisade. Et c'est ça qui est quand même aussi très intéressant, quand on sait par exemple, alors
je prends le petit texte que j'ai sous les yeux, parce que ça vaut pour la peine. Qui est-ce qui va à la croisade? Raymond IV de Toulouse. Bon, là, ça c'est le grand seigneur du Midi, hein, il n'y a pas de problème, le comte de Toulouse, c'est le roi dans sa région, et en plus, il est comte de Saint-Gilles et marquis de Provence. Vous voyez un petit peu le bonhomme. Hein. Il y a les Château-Renard, les Beaux, les Fosses, les Agouts. Ce sont toutes des grandes familles provençales qui se sont tapées sur la figure les unes les autres. Tous vont partir. Même mieux, on va avoir des évêques qui ont été déchus et qui avaient été punis par leur pape et qui partiront. Et on aura aussi des seigneurs frappés d'excommunication. Tout ça, ça va partir. Bien sûr, ça va dégager de l'espace. Hein. Ça, il faut reconnaître qu'en Provence, quand tout ça sera parti, on y verra plus clair. Il y a tellement bien que beaucoup resteront là-bas, ne reviendront plus, ou du moins quand ils reviendront, on sera contraints et forcés parce qu'ils auront perdu leur terre. Ce sera autre chose. Mais certains ne reviendront pas parce qu'ils seront morts. Et on savait également que et là, les monastères ne se trompaient pas. Chaque fois qu'un seigneur s'en allait, on lui disait, mais vous savez, vous risquez d'y rester. Et si vous y restez, qui va s'occuper de votre terre? Ah, c'est vrai. Bon, alors, le brave seigneur, qui ne savait ni lire ni écrire de toute façon, et il n'y avait pas de notaire, il n'y avait rien, se fiait donc au monastère, qui enregistrait sur une charte le don, ou du moins le fait qu'on donnait pour le moment la terre de ce seigneur au monastère, et si le seigneur revenait, il la récupérerait. Mais s'il ne revenait pas, de rester au monastère. Alors on avait tout intérêt à ce qu'il ne revienne jamais, hein, c'est entre parenthèses. Bon, mais si je dis ça, bien sûr ça fait sourire comme ça, mais il n'empêche que les monastères vont voir agrandir leur territoire par tous ces dons qui sont faits. Parce qu'en plus de cela, la plupart des seigneurs, lorsqu'ils vont mourir, entrent dans le monastère pour y mourir, et ils font don au monastère d'une grande partie de leurs biens. La société a changé quand même à ce moment-là. Hein. Bon, alors maintenant, on passe à l'arrivée de la famille qui nous intéresse, le dernier comte provençal de la lignée. J'en ai parlé, il est mort. Hein, et il n'y a plus que des femmes. Et entre la reine-mère et puis la fille aînée qui arrive de la Provence, que faire? Il y a tous ces seigneurs qui bouillonnent, bien sûr qu'on les envoie là-bas en Palestine, mais il n'empêche qu'il en reste toujours ici, et en particulier des membres de la maison de Toulouse, et puis des Beaux, et puis d'autres, qui aimeraient bien avoir cette couronne de Provence, parce que la couronne de Provence, ça veut dire avoir Arles, avoir Marseille, c'est-à-dire des villes clés pour aller ensuite en Méditerranée. C'est un petit peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, Hong Kong. Ben oui, mine de rien, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Hein? Si vous avez Marseille à l'époque, si vous avez Arles, vous avez la grande richesse méditerranéenne, tout ce qui vient comme richesse entre par là. C'est beaucoup plus facile que d'arriver par l'école des Alpes, hein, entre parenthèses. Donc vous voyez un petit peu le problème posé. Hein. On alimente le commerce par le biais de Marseille. Ah, alors ceci étant posé, qui va-t-elle choisir? Toulouse? Ah non, Toulouse, non, ça, Toulouse, c'est pas la peine. Le comte de Toulouse est trop fort, trop puissant, etc. Puis on a de mauvais souvenirs de lui, pas Toulouse. Alors il y a les Capétiens. Ouais, bon, les Capétiens, ceux-là, non, on n'en veut pas. Et il y a les Catalans. Barcelone, qui est un vieux comté, ancienne marche d'Espagne, divisé en deux, qui est devenu la Septimanie, Languedoc d'un côté, et Roussillon, Catalogne de l'autre. Cette marche d'Espagne, donc, a à sa tête un roi, comte, qui se trouve à Barcelone. Elle est puissante, elle est forte, et en plus, elle a étendu son domaine jusqu'à Carcassonne. C'est intéressant pour les Provençaux, parce que ça fait un obstacle entre Toulouse et la Provence. Ah oui, il faut raisonner comme ça aussi. Le roi de France, finalement, n'est pas tellement important pour les Provençaux. La Provence ne fait pas partie de la France.
La Provence fait partie de la partie germanique du reste de l'empire de Charlemagne, et donc elle n'a de compte à rendre en définitive qu'à la Germanie. Barcelone, c'est totalement dehors du coup, ça n'a rien à voir, mais par contre c'est d'une richesse incroyable. C'est l'Eldorado du moment. C'est-à-dire c'est le pays le plus riche qui existe actuellement, au moment où on parle. Hein. Donc, prendre Barcelone, c'est un bon choix. Bon choix pour madame, bon choix pour monsieur, mais ce bon choix ne plaît pas du tout à des familles provençales. C'est logique. Qui se disent, bon, on va nous faire venir un roi qui est un roi de combat, un roi commerçant, un roi donc qui en veut, et nous, qu'est-ce que nous allons faire avec nos châteaux, sur nos terres, etc. Le comte de Toulouse, lui, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mon ennemi, le catalan, parce que s'ils sont ennemis à l'époque, mon ennemi catalan va récupérer la Provence. Ah non, pas du tout. Moi, je suis marquis de Provence, je veux aussi la couronne de Provence. Et vous avez compris qu'il y a une guerre qui va se déclencher. Voilà. C'est tout bête, en fait. Hein. Et là, alors là, excusez-moi, là, voilà. Vous avez compris, c'est un difficile développement pour cette malheureuse famille de Provence que le choix. Mais le choix, ben, il va déboucher quand même. C'est donc Douce de Provence, que joli comme prénom, hein, Douce. Dolce, enfin c'est Dulce exactement, Dulce de Provence, et qui va épouser Raymond Béranger III de Barcelone. Voilà. Alors lui est à droite, elle est à gauche. Hein. Peu importe, il n'y a aucun idéal politique là-dedans, hein, je précise. Hein. Mais ce sont des personnages quand même qui sont très intéressants. Et c'est à partir de là que le blason de la Provence va être le même blason que le blason catalan. À cause de ce mariage. Tout simplement. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'on se demande toujours de quand date ce blason. Eh bien, et c'est avec ce mariage qui va faire surmonter cela. Malheureusement, ça gangasse, comme on dit ici, ça bouge, ça remue. Hein, et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors bon, d'abord, Raymond Béranger III arrive avec son armée, quand même, à tout hasard, on ne sait jamais. Hein. Les Catalans sont réputés pour être de bons féodaux. Autrement dit, il y a le seigneur et il y a ses vassaux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en Provence, vous l'avez compris. Mais là, lui, il arrive avec son armée de combat, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ost comtal. L'ost, c'est l'armée, ça donne hostilité. C'est l'armée de ses seigneurs, c'est-à-dire qui est obligé d'accompagner le comte lors de son mariage, par exemple, ou pendant les guerres. Et là, il vient se marier, donc il faut bien l'accompagner. Donc, chaque seigneur de l'armée comtale barcelonaise arrive en Provence, qui devient une terre qui est rattachée à Barcelone. Donc, au point de vue féodalité, vous voyez un petit peu le schéma, hein, la Provence devient féale de Barcelone. Ce qui posera un problème quand l'empereur de Germanie voudra essayer de récupérer la Provence. Bon, je vous raconterai ça tout à l'heure, si on y arrive. Bon, bon, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que lui qui arrive, il va y avoir aussi Anphos Jourdain. Anphos, c'est Alphonse, je précise. Hein. C'est Alphonse Jourdain qui est le comte de Toulouse. Le comte de Toulouse, lui, de son côté, il voit de très mauvais œil le mariage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il fonce en bride abattue parce qu'il voit ça, il n'aime pas que les Catalans viennent s'installer de l'autre côté du Rhône. Donc il revendique la succession du comte décédé et il se met à combattre Béranger III. Bon, finalement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans le combat, c'est 50-50, et la paix est conclue en 1125. Alors en 1125, écoutez bien, hein, le Toulousain va conserver sur la rive gauche du Rhône, c'est-à-dire côté Provence. Vous voyez, donc il n'a pas perdu. Il va conserver le comtat venessin
c'est pas rien quand même, c'est tout ce qui entoure Avignon, hein. Le comtat, ce qu'on appelle le comtat habituellement, bon, le comtat venessin, le comté de Forcalquier, ce qui est quand même pas mal non plus, ça représente presque la moitié de la Provence, hein. Le Dauphiné, il a droit à tout ça, hein. Ensuite, Beaucaire, et Beaucaire c'est un passage sur le Rhône important, un péage énorme qui rapporte beaucoup. Et puis Valabrègue, qui est dans les mêmes conditions. Voilà, donc ce personnage-là, on peut pas dire qu'il a perdu la bataille, loin de là. Donc je ferme le banc à ce niveau, et je dis, que se passe-t-il à la mort de Raymond Béranger III? Eh bien, à nouveau, paf, tout le monde se remet en guerre. Les accords qui viennent d'être passés, on laisse tomber. Et alors cette fois-ci, c'est son fils, qui s'appelle Béranger Raymond, qui va prendre le pouvoir. Alors il y a toujours des Raymond, hein. Alors c'est Raymond Béranger ou Béranger Raymond, mais peu importe, ne vous cassez pas la tête avec ça, c'est pas important. Ce qui compte simplement, c'est le grand conflit entre ces familles, hein. Béranger Raymond donc va se retrouver à devenir comte de Provence, roi en même temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont deux frères à l'héritage du père. Lorsque le comte catalan meurt, il a deux fils. Là, c'est Raymond Béranger, c'est Raymond Béranger, le comte de Barcelone, qui avait failli hériter du comté de Barcelone, et qui deviendra roi d'Aragon, pas n'importe quoi non plus. Et ensuite, l'autre, Béranger Raymond, qui est le plus jeune des deux, et qui va arriver en Provence pour récupérer sa part du gâteau provençal, puisqu'il faut bien hériter de tout ça. D'où une guerre qui se déclenche contre lui, et à laquelle participe l'empereur, que vous avez à droite, c'est Conrad II le Salique. Le Salique, je précise bien, hein, non pas le Sadique, ne mélangez pas. Donc, Conrad II le Salique va appuyer à fond le Toulousain contre le Catalan. Ça aussi, ça va quand même jouer beaucoup, et malgré tout, les choses vont rester en l'état jusqu'à la mort de Béranger Raymond, qui meurt dans une bagarre contre les Génois, à laquelle il n'arrive pas à surmonter. Voilà, donc c'est un moment très fort, mais qui ne va pas être remplacé par autre chose que des guerres encore plus violentes. En effet, cette fois-ci, on entre dans ce qu'on appelle les guerres Beau-Cinq. Les guerres Beau-Cinq, alors le Beau-Cinq en provençal, c'est l'adjectif calqué sur les beaux. Beau, B-A-U-X. Beau-Cinq, ça veut dire des beaux. C'est le provençal, la pure. Hein. Comme on dira pour les habitants de Cuges, on dira les Cugiens. Pour les habitants de Paris, on dit les Parisiens. Hein, c'est pareil. Ne cherchez pas, c'est exactement la même structure. Hein. Bon, alors donc, nous avons ici un nouveau comte de Barcelone qui arrive. Il faut bien qu'il arrive, le pauvre. Mais il est très mal reçu. La guerre va durer longtemps. L'empereur Frédéric Barberousse va intervenir. Finalement, tout ceci fera que lui-même, Béranger, va décéder. Le nouveau Béranger qui est arrivé va décéder, va disparaître. Et à nouveau, tout va relancer la machine. On va être en conflit quasi permanent. Donc, celui qui va arriver maintenant, c'est un personnage qui est quand même très intéressant. Alors, je laisse passer les beaux. Je laisse passer le personnage qui arrive ici, c'est Alphonse Ier. Alors ça, c'est sur lui qu'on va s'arrêter le plus longtemps. Parce qu'en définitive, Alphonse Ier, c'est vraiment lui qui va mettre en place le pouvoir de la famille comtale catalane sur la Provence. Car il est à la fois, par héritage, comte de Barcelone, roi d'Aragon et comte de Provence. Donc un personnage très important pour la Provence. Et ce personnage-là va donc entrer en guerre. Il est jeune, il est très jeune. Hein. Il arrive à Avignon, et c'est la guerre, bien sûr. Il peut compter sur les évêques provençaux, qu'il appuie à fond. Parce que lui, il est pour la réforme grégorienne. Il ne peut pas compter, évidemment, sur les seigneurs qui, eux, sont contre la réforme grégorienne et qui soutiennent en partie toujours ses ennemis, Toulouse, et puis maintenant les Baux.
qui participent encore au combat. Puis, une paix finalement est conclue avec Raymond V de Toulouse, et ce Raymond V de Toulouse, donc, va s'engager à respecter les limites qu'on avait définies tout à l'heure, donc le comte de Forcalquier, etc., etc. Tout le monde est d'accord pour repartir sur ces bases-là. Ouf, on s'est battu pour rien. Match nul, on recommence, et la suite arrive. Étant sûr maintenant de tenir la Provence occidentale, il va se lancer dans la Provence orientale qui lui échappe en partie. Et c'est dans la Provence orientale qu'il va gagner sur Digne et autres pour faire en sorte que cette Provence soit bien rattachée à sa couronne. Et à partir de là, il va être couronné, comte de Provence, et ce qui est intéressant surtout, c'est cela, lorsque Frédéric II va venir se faire couronner en 1178 à Arles, comme empereur de Germanie. Attention, c'est important, ça montre bien que la Provence est une terre du Saint-Empire romain germanique, et que le comte de Provence est électeur, donc peut devenir empereur lui aussi. Lorsque Frédéric va venir se faire couronner empereur, le frère du comte de Provence, qui est catalan lui aussi, dit à son autre frère, le comte catalan, Alphonse Ier, surtout, tu ne prêtes pas hommage à l'empereur, parce que tu es roi, et que tu es roi de Barcelone, Aragon. Et comme tu es roi de Barcelone, Aragon, la Provence, c'est ta terre, c'est à toi, c'est de toi qu'elle est vassale, et toi tu n'es pas vassal. Vous voyez, c'est un problème très complexe, c'est ça, la vassalité. La Provence n'est pas est vassale de toi, c'est-à-dire du royaume d'Aragon et de Catalogne, mais elle ne peut pas être elle-même vassale de l'empereur. Parce que le principe de la vassalité, c'est le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal. Tout simplement. Ce qui fait que, bien que l'empereur vienne se faire élire empereur ici en Provence, il n'est pas sur une terre vassale. Ça paraît un petit peu tordu comme manière de voir, mais c'est ainsi la vassalité. Et ça explique la complexité de la guerre de 100 ans. C'est un problème purement et simplement de vassalité. Je vais vous donner un exemple. Tenez, c'est un petit peu plus tard, c'est au cours des guerres qui opposent c'est Henri II Plantagenet, le mari d'Aliénor d'Aquitaine, qui est aux prises en Guyenne et en Aquitaine avec le comte de Toulouse, et qui vient mettre avec sa femme le siège devant Toulouse. Le comte de Toulouse, à cette époque-là, est vassal du roi de France. Et que fait le comte de Toulouse quand il voit que son ennemi, c'est le roi d'Angleterre qui est venu en tant que duc de Normandie et avec sa femme qui est duchesse d'Aquitaine, il faut parler quand même, il faut les considérer comme cela, il fait appel au roi de France. Le roi de France vient avec 2 chevaliers. Et quand le roi d'Angleterre et la reine d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine et Henri II, voient sur les créneaux de Toulouse le roi de France qui est là, aux côtés de Toulouse, eux qui allaient prendre la ville, plient bagages et rentrent chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de s'attaquer à leur suzerain. Ils défiaient leur suzerain, qui était le roi, ce qui était absolument interdit par le code de vassalité. Le raisonnement, il fallait pousser plus loin, c'est que le roi d'Angleterre dit, si moi je le fais, alors en Angleterre on va le faire contre moi. Donc il a préféré stopper net les frais et dire, je rentre. Voilà, un cas de figure sur le Moyen-Âge qui apporte quand même de connaître. Alors, le problème, c'est que le roi Alphonse Ier, lui, sait qu'il peut compter sur tout ce petit monde, et en particulier, c'est l'époque que vous connaissez certainement, ou en tout cas vous en avez entendu parler, c'est l'époque de l'hérésie cathare, où on combat
l'hérésie partout, en Languedoc essentiellement, pas tellement en Provence, mais surtout en Languedoc, parce que c'est le roi de France en particulier qui aimerait bien mettre la main sur les terres du comte de Toulouse. Le comte de Toulouse, qui est le grand chef de guerre du Sud, qui a mené même la bataille en Palestine, mais ce comte de Toulouse est très riche, et le roi de France aimerait avoir un port sur la Méditerranée. Il n'a pas de port sur la Méditerranée. Quand il va embarquer, vous savez par où il embarque? Il embarque par les terres de ses parents, et puis c'est tout. Il est obligé de demander l'autorisation de passer avec ses troupes. Il n'a pas de terre. Donc en fait, la conquête du Midi par le Nord est essentielle sur le plan stratégique au niveau mondial de l'époque. Et c'est le moment donc où on va décréter d'hérésie le catharisme. Et donc ensuite tous ceux qui protègent les cathares. Alors ici, on va décréter des confiscations de biens en particulier. C'est le Concile de Latran qui va le décider. Et en particulier, il faudra aller assez loin dans le combat. Nous allons voir même à un moment donné une association se faire entre le roi d'Aragon, le comte de Toulouse, contre l'armée franque qui vient d'arriver, l'armée française, pardon, qui vient du Nord. Une bataille que normalement les Aragonais auraient dû gagner est perdue. Le roi d'Aragon est tué. Les Aragonais se replient sur l'Espagne, laissent à ce moment-là tomber complètement la bataille et laissent vide de tout la Septimanie. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, les troupes françaises vont pouvoir se déverser sur le Midi et régler leurs comptes aux albigeois et aux seigneurs qui les épaulaient. Les Provençaux, à ce moment-là, se replient de l'autre côté du Rhône, dans leur territoire, qu'on ne touche pas, puisqu'on n'est pas dans le territoire français, mais c'est un moment très fort de séparation, c'est le moment qui sépare véritablement la Provence de la Catalogne. C'est le premier moment. La Provence reste toujours avec un Catalan à la tête, mais entre les deux, il n'y a plus la jonction. C'est donc un moment qu'il faut prendre en compte dans l'évolution. À Muret, donc, tout se termine. Nous sommes en 1213, et en 1245, celui qui va arriver au pouvoir, à la suite de la mort du dernier des comtes catalans, qui était, lui, très proche, sur la manière de penser, des Capétiens, c'est Raymond Béranger V, qui va régner assez longtemps. Et Raymond Béranger V va donner sa fille en mariage, à qui? Au frère de Louis IX, le futur Saint-Louis. Ce qui fait qu'à sa mort, le comté de Provence va passer à un capétien, ce qui marque la fin pour moi de cet exposé d'aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même avancer encore un peu. Vous n'en voulez pas quand même, ça va? Bon, alors, fonçons un petit peu là-dedans. Voyons un petit peu le contrôle de la société. Le prince qui arrive au pouvoir dans cette société va se heurter à un certain nombre de problèmes. Vous avez très bien compris que les vassaux, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas toujours à la baguette. Ils se révoltent, ils sont jamais contents, il faut les maîtriser, etc. Il faut donc trouver des appuis, autres que les aristocrates. Ils ne sont pas sûrs, les aristocrates. Ils ont leur château, ils ont leur terre. Bon, moi j'ai mon château, j'ai ma terre, j'ai des alliés, j'ai des évêques, mais qui pourrais-je avoir d'autre pour me battre contre, politiquement parlant, pas forcément en combattant avec des armes. Et c'est comme ça que, parmi ces appuis, d'abord, on ne va pas les prendre chez les grands de Provence, parce que ceux-ci ne viennent même plus à la cour. Alors bon, ils ont tourné le dos, sauf quelques-uns, par exemple les vicomtes de Marseille, eux sont toujours là. Les beaux viendront de temps en temps en fonction des moments. Mais on ne peut pas considérer qu'ils soient sûrs. Eux, ce qui compte, c'est d'agrandir leur domaine. Si le roi leur donne, le roi comte ou le comte leur donne des terres, pas de problème, on est avec le roi. Si le roi leur dit « non, je ne peux pas te donner de terre », alors on ne va pas le rejoindre quand il demande
une armée ou quoi que ce soit. Donc c'est un moment très fort, et cette mouche qui commence à m'agacer. Excusez-moi, j'ai vu une mouche qui se baladait depuis tout à l'heure. Oui, elle est là, la pauvre, c'est ça, c'est la mouche d'une coche. Bon. Allez, revenons un petit peu à nos moutons. Alors, sur qui va-t-on s'appuyer? Et bien sûr, des personnages qui viennent d'apparaître, qui sont des héritiers un petit peu des villes ecclésiastiques, des villes dans lesquelles le commerce s'est développé, des villes dans lesquelles une nouvelle chevalerie est apparue, de nouveaux seigneurs sont apparus, on les appelle les chevaliers urbains. Ils sont nés des villes. Et ces personnages-là sont très intéressants parce que, en fait, c'est de la basse noblesse. Les autres les considèrent comme de bas étage, des moins que rien. Donc, le comte a tout intérêt à jouer cette carte-là, qui, psychologiquement parlant, pour lui, est un atout, mais en même temps, c'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui ont du poids dans les villes. Or, les villes, c'est les évêques. Qui a les évêques avec lui? Et puis, ces gens-là ont un pouvoir énorme. Ah, Avignon, Marseille, ça chante, hein, c'est comme nom de ville. Aix, entre autres. Donc, c'est un moment très fort qu'ils vont jouer. Et une représentation c'est intéressant quand même de voir ça. Ben, il ne devait pas être différent de ça. C'était des gars qui traînaient un petit peu la galère pour arriver à avoir une petite terre, un petit lopin. Un seigneur leur donnait un château à garder, un autre leur donnait un moulin à surveiller, etc. Des choses comme ça. On les appelait d'un côté les miles, c'est un nom militaire, milites, ou les caselans. Alors, caselans, c'est en général le nom que l'on donne dans l'est de la Provence, et miles ou milites dans l'ouest de la Provence, dans les textes du moins. Hein. Mais ces personnages-là sont très très importants, parce que c'est la montée en puissance d'une nouvelle noblesse qui a une chance inouïe par rapport à l'autre, c'est qu'elle est formée, vous ne savez peut-être pas où, mais auprès des clercs. Ils connaissent le droit romain. Ils savent écrire, ils savent lire, chose que les autres comtes, enfin les autres, je veux dire, nobles, ne savent pas. Ce qui fait qu'eux, ils ont des archives. Avec eux, on verra apparaître les premiers notaires. Et ces archives-là vont aider énormément pour le pouvoir des villes. Les autres mettront longtemps pour avoir des notaires. Ce sera qu'au XIIIe, voire au XIVe siècle. Mais eux, dès le XIIe siècle, commencent déjà à avoir leurs notaires. C'est donc un élément important de cela. Autre chose également, sur qui on peut compter, ben, il faut y penser. Le roi catalan qui arrive, il arrive avec qui? Avec des Polonais? Non, il arrive avec des Catalans. Et des Catalans qui font partie de son entourage, qui sont formés. Des hommes qui en veulent, c'est-à-dire qui veulent des territoires. Et ces territoires, ben, il va les leur donner. Il y a une famille, par exemple, c'est la famille de Villeneuve, en catalan Villeneuve. La famille de Villeneuve, on ne la connaît pas trop, la famille de Villeneuve, à part qu'il en est un qui sera un des grands conseillers de Raymond Béranger V, qui s'appelle Romée de Villeneuve. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir en particulier les arcs. Toute la famille de Villeneuve, c'est sur les arcs qu'elle est implantée. C'est-à-dire en Provence orientale, dans les zones justement troublées. Et ces hommes qui sont des hommes de guerre arrivent, mais ils ont des compétences des Catalans, c'est-à-dire ils sont commerçants, en même temps ils sont banquiers, ils sont secrétaires, ils ont tout pour réussir. Ils vont s'implanter. Donc, dans les textes, c'est amusant, on trouve des mots catalans qui apparaissent. Par exemple, portissol. Vous connaissez le nom portissol, hein, bon. Portissol, quand on regarde un texte et qu'on le trouve écrit, rédigé par un catalan, parce que le catalan et le provençal, c'est la même langue à l'époque. Mais il n'empêche qu'il y a des petites variantes. Et une des variantes, c'est le che. Les catalans disent portichol. Et donc, ils mettent un X. Et quand dans un texte, vous voyez portissol écrit avec un X, c'est que le bail, c'est-à-dire le secrétaire qui a rédigé, était un catalan. Un français n'aurait jamais écrit ça, il n'aurait jamais, il ne savait pas écrire le provençal. Mais un provençal aurait écrit portissol avec deux S ou un seul S. Plutôt un seul, à l'époque.
Vous voyez donc des petites choses comme ça, quand on lit les textes, permettent de comprendre ceci. Donc, l'administration catalane, ce n'est pas n'importe quoi. Et ainsi, grâce à tous ses serviteurs, les seigneurs qui ont voulu rester avec lui, hein, d'une part. D'autre part, les chevaliers urbains, et troisièmement, l'administration catalane, on assoit le pouvoir, cette fois-ci presque assuré, du comte. Et puis il reste aussi, alors voilà, je vous donne Taradot et les Arcs, qui appartenaient à cette famille de Catalans, de la famille de Gérald de Villeneuve, hein, Romé de Villeneuve, son fils. Donc deux castrats, en haut le castrum de Taradot, en dessous le castrum des Arcs. Les Arcs, bon, vous remarquez, ils se ressemblent beaucoup à cause de leur tour en particulier, c'est un donjon. Et puis, il y a le soutien fondamental de l'Église. L'Église est le pilier de ces hommes. Mais alors en plus, c'est l'Église laquelle? Mais pas l'Église ancienne, c'est l'Église de la Réforme. Et cette réforme, elle s'inscrit comment? Avec de nouveaux ordres monastiques qui apparaissent. Vous avez les chevaliers, pardon, teutoniques, excusez-moi. Vous avez les Templiers, vous avez les Hospitaliers. D'accord, ce sont des moines à cheval et guerriers, mais il n'empêche ce sont des moines. Un ordre monastique qui apparaît à cette époque-là. Vous avez les bénédictins réformés, qu'on appelle cisterciens, qui apparaissent à cette époque-là. Vous avez les Carmes, vous avez les Chartreux. Et on voit apparaître à cette époque-là, au moins en Provence, rien qu'au XIIe siècle, 6 monastères de femmes, chose qui n'avait jamais existé. Donc il y a des changements importants qui se font jour à ce moment-là. Et puis, autour de ces églises, autour de ces monastères, autour des évêchés, partout, il y a des copistes. On apprend à écrire, on apprend à lire. Et ces copistes-là, c'est dans ces organismes-là, autour des évêques, autour des cathédrales, autour des monastères, autour des groupes de chanoines, que vont se former cet ensemble de personnages urbains, chevaliers et autres, qui vont prendre en main les villes. Et donc, le comte va récupérer dans ce vivier, autour des monastères et autres, tout ce qu'il lui fallait pour l'appareil d'État. Chose qui n'existait pas jusque-là. Ce qui fait qu'en définitive, on s'aperçoit que l'État devient de plus en plus théocratique, c'est-à-dire dirigé par la religion et non plus par les aristocrates. C'est assez surprenant, mais c'est ainsi. Alors, simplement, on va parler de la maîtrise de l'espace. Bon, le système administratif et social, le voici, je le résume rapidement en quelques mots. Alphonse Ier, dans un premier temps, déplace la capitale. Ça y est, fini Arles. Arles, c'est trop sur le Rhône, trop au nord, trop loin des véritables frontières de Provence. On va sur Aix. Pourquoi? Parce qu'on est plus près du milieu de la Provence, du centre de la Provence, et donc on va pouvoir mieux contrôler le reste de la Provence. On peut contrôler Marseille à partir d'Aix. Et on est moins sous les coups d'une attaque en provenance du Languedoc, entre autres. Donc, déjà, c'est une bonne réflexion. Avec lui, il va y avoir un procureur, qu'on appelle un bail. Le bail, en provençal, ça veut dire le secrétaire. Le bail. Qui est assisté d'un juge mage. C'est pas un mage, hein, c'est le judex maximus, c'est-à-dire le juge maximum, le grand juge de Provence. Hein. Et d'un chancelier. Le chancelier, c'est celui qui est chargé de rédiger et de clore tous les décrets. Le chancel, c'est-à-dire qu'il est clos. Et au niveau local, le roi possède des terres, qu'il soit comte ou autre, il possède des terres. Et sur ces terres, il nomme un bail aussi, qui va être chargé de gérer sa terre. Et puis, comme c'est le représentant du comte, celui-ci, petit à petit, va grignoter sur les terres voisines qui appartiennent à d'autres propriétaires terriens, au point qu'on va délimiter ce qu'on va appeler une baillie. Plus tard, les Français appelleront ça une viguerie. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Mais
malgré toutes les rentrées d'argent, malgré tous les impôts, malgré toutes les taxes, les péages et tout, ça ne suffisait pas pour payer les troupes, pour payer tous ces hommes, parce que maintenant on a un appareil d'État. Et vous savez qui est-ce qui doit payer? Parce que nous sommes dans l'Espagne, en Catalogne. Et les Catalans tiennent l'Aragon. Et l'Aragon domine l'Espagne à cette époque-là. Je vous rappelle que c'est Aragon et Castille qui vont former l'Espagne, hein, plus tard. Donc, les Catalans, eux, ils font payer à l'Andalous, c'est-à-dire les musulmans d'Andalousie, qui versent un impôt pour leur religion au fonds financier de l'État provençal et catalan. Ce qui fait que ça permet de faire face à tout. Inutile de vous dire que c'est quand même des rois qui ont de l'argent, hein, pas mal d'argent. Alors si on regarde la carte des pouvoirs, ben voilà, le comte de Provence, Alphonse Ier, eh bien il se fait représenter en roi, purement et simplement, sur les monnaies, sur les tableaux, sur les miniatures, partout. C'est donc un personnage extrêmement important. Et c'est le temps des villes, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont montées en puissance avec ces chevaliers urbains, avec les évêques. Eh bien, maintenant, elles se dotent d'un système de fonctionnement. Et ce système de fonctionnement, ça va être le consulat, la podestarie, la confrérie. Alors, le consulat, ce sont les évêques qui les favorisent. Bon, c'est la nomination de 3 consuls qui vont rester plus. On va les retrouver à la Révolution encore, comme dénomination. C'est un vieux nom. Ce sera le maire, le secrétaire, le trésorier, si vous préférez, de la commune, qui sont élus par l'ensemble des citoyens. Attention, citoyen, ça veut dire homme. Homme, attention, il faut être très prudent. Le mot homme ne veut pas dire masculin. Ça veut dire celui qui a rendu hommage à son Seigneur. Ça peut être une femme. Autrement dit, c'est celui qui est à la tête d'une maisonnée, qui a un foyer, si vous préférez. Donc ça peut être une veuve. On est au Moyen-Âge, on n'est pas au XVIIIe ou XIXe siècle. Hein. N'oubliez jamais ceci. Quand vous trouvez un mot, dites-vous, mais que signifie-t-il à ce moment-là? Être l'homme, Jeanne d'Arc était l'homme, par exemple, du roi de France. Et pas la femme du roi de France. On est bien d'accord sur le principe? Voilà. Donc vous avez ici, les évêques vont favoriser ceci, parce qu'ils savent que la ville ne peut que s'enrichir, devenir forte, si elle est unie, si elle se dote de lois, en particulier pour le commerce, pour réguler le commerce, et aussi pour réguler les entreprises. Donc le consulat a ce rôle à jouer. Et les villes qui vont se donner les consuls tout de suite, ce sera bien sûr Aix, Marseille, Arles, ça c'est immédiat. Et puis, il y a une autre chose qui évolue, c'est que les villes elles-mêmes prennent conscience de leur qualité. Et au même titre que les aristocrates avaient leurs armoiries, les villes vont se doter d'armoiries. De la même manière. Donc chaque ville aura ses armoiries, avec sa devise, etc. etc. C'est, je crois, un moment très fort également que cela. Alors, les villes, c'est Avignon, alors je vais les prendre dans l'ordre. Avignon, c'est la première, Arles, la deuxième, Tarascon, la troisième, Nice, la quatrième, Grasse, la cinquième, Marseille, la sixième. Donc en fait, toutes ces villes-là se dotent de consulats, avec leurs armoiries, avec leurs devises, et surtout, elles feront des choix ensuite. Qui vont-elles épauler dans les héritages? Et en fonction de ces choix, elles seront déchues du consulat ou autre. Et c'est comme ça qu'on verra apparaître quelques villes qui, pour se battre, qui n'arrivent pas à tenir bon dans le système du consulat, vont abandonner le consulat pour un autre système qui est celui d'élire un fonctionnaire étranger pendant 1 ou 2 ans pour mettre tout en ordre dans la ville. C'est le podestat, c'est quelque chose qui se fait en Italie assez communément à cette époque-là. Les Provençaux vont faire de même, dans 3 villes au moins. Et entre autres, le podestat qu'on connaît en Italie même, sont des Provençaux quelquefois qui seront podestats de leur côté. Tout comme on aura des Italiens qui seront podestats dans des villes provençales. Mais le principe, c'est surtout
de faire que la ville soit gérée et prête à combattre si c'est nécessaire. Donc des zones de guerre, toujours. Et voilà, ça c'est la dernière partie. Nous sommes là avec le retour des Français sur le littoral. Alors là, le problème, c'est le règlement de compte entre le roi de France et Raymond VII de Toulouse. Vous connaissez le problème, c'est la fin de la guerre des Abigeois, où le comte de Toulouse perd tous ses droits. Il perd Saint-Gilles en particulier, dont il était le chef, pleinement et entièrement. Le roi de France n'avait aucun pouvoir sur Saint-Gilles. Le roi de France récupère Saint-Gilles pour faire le port d'Aigues-Mortes. Et avoir ainsi, c'est Louis IX, et avoir ainsi un port sur la Méditerranée et embarquer pour la croisade. Eh bien, cette guerre des Abigeois, qui se termine, va provoquer pas mal de dégâts dans nos régions, et en particulier Raymond Béranger V, qui est le comte à l'époque, le dernier comte catalan, qui est pro-français, si on veut, et plutôt contre Raymond VII de Toulouse. Vous avez compris pourquoi. La famille de Toulouse n'est jamais bien vue par les Provençaux, depuis longtemps, les Catalans sont en guerre contre eux. Eh bien, Raymond Béranger V va faire tout son possible pour venir en aide aux troupes du roi de France, dans ce combat contre les hérétiques. Et en particulier, il va obtenir la reddition d'Avignon, parce qu'Avignon était passé du côté des hérétiques. Et du coup, il va obtenir la reddition d'Avignon, qui va faire allégeance au roi de France, et Avignon deviendra française. C'est quand même important comme phénomène, c'est très important aussi, que de savoir que le dernier Catalan qui s'était battu à la fois contre les Capétiens et contre les Toulousains prendra parti en dernier ressort pour le roi Louis IX, au point que, pour se mettre d'accord avec lui, lorsqu'il en aura besoin, dans sa querelle, toujours la même, contre les uns et les autres, il fera appel au roi de France, mais la reine mère, vous la connaissez, la reine mère, la mère de Saint-Louis, c'était... Alors Blanche de Castille. Alors, c'est un comble quand même, un Catalan qui va appeler la Blanche de Castille. Bon, peu importe, laissons tomber la chose. Bon, Blanche de Castille fait appel au bon vouloir de Raymond Béranger V en lui disant « Bon, d'accord, on est prêt à vous épauler dans votre combat, le combat que vous menez contre vos ennemis dans votre province, mais à condition que votre fille aînée, épouse mon fils. » Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le comte de Provence? C'est lui qui donnait de l'aide. Il donne son accord, et la dernière fille de Raymond Béranger V épousera Louis IX, et du coup, la couronne de Provence passera à la couronne de France, mais pas à la France. Attention, je précise toujours la chose, parce que la Provence, même dans le contexte des rois de France, même pur et dur avec Louis XIV et autres, gardera son Parlement, comme la Bretagne avait gardé son Parlement. Et tout l'édit du roi devra être entériné par le Parlement, à la différence des autres régions. Voilà. J'ai fini pour ma part.